la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Qu'est-ce qui s'est passé dans les abords de la prison de Rivière-des-Prairies? C'est vraiment toute une affaire ce week-end et probablement l'une des affaires criminelles qui va monopoliser le plus notre attention au cours des prochaines semaines. Écoute ça, samedi, il y a des suspects, un ou des suspects qui se sont présentés près de la prison de Rivière-des-Prairies, prison provinciale dans le nord-ouest de Montréal, où les détenus sont en attente soit pour des procès ou purgent des sentences de 2 ans moins 1 jour. Alors, ce détenu aurait été armé d'une carabine de type AR-15 qui a été trouvée peu après les faits, et il a tiré en direction de la cour intérieure de la prison. Au hasard, qui était en train de faire sa promenade à l'extérieur de l'enceinte des murs? Les Italiens, membres de la mafia, plus quelques criminels associés aux Hells Angels. En tête de liste, il y avait Leonardo Rizzuto. On peut penser aussi à David Barberio, Vito Salvaggio. Les trois sont des présumés associés dans la mafia montréalaise. Il y avait aussi Jean-Richard Larivière, surnommé Race, influent membre des Hells Angels. Alors, voilà... Tu veux dire que ces personnages-là prenaient leur marche dans la cour et au hasard, il y a un détenu... Il n'y a pas un détenu, Mario. Quelqu'un qui s'est rendu dans le stationnement ou près du stationnement de Rivière-des-Prairies qui a fait feu sur eux. Okay. Est-ce qu'il pouvait voir de là ou bien est-ce qu'il fallait que quelqu'un, par une fenêtre de l'établissement, l'informe de tirer dans le tas? Alors, j'ai plusieurs questions. T'en as une très bonne, là. Donc, ça implique deux choses. Ça implique que si le tireur visait effectivement ces membres de la mafia, il devait savoir à quelle heure ils allaient à l'extérieur de la prison. Alors, pour ce faire, ils avaient besoin... Parce que ça, il n'y a pas de communiqué de presse. Il n'y a pas de communiqué de presse émis pour dire Rizzuto sort marcher, là. C'est ça. Alors, besoin d'aide à l'intérieur des murs ou encore même, on y viendra dans quelques secondes, l'aide des marcheurs eux-mêmes. Parce que là, il y a trois choses dans ça qui sont très, très, très particulières. Pour la police, il y a une hypothèse qui est non pas privilégiée parce que, je vais vous dire honnêtement, là, dans ça, la police nage en plein mystère. Ils ne savent pas qui a bien pu tenter de tirer sur ce gang. Par contre, ils trouvent que dans la façon dont le crime a été commis, le modus operandi, il y a vraiment des trucs qui ont attiré leur attention. Entre autres, il y avait un album photo. On aurait trouvé un album photo dépeignant les principales têtes d'affiche du clan sicilien près du boisé où a été retrouvée la carabine AR-15. Il y a une auto qui a été brûlée aussi ensuite. La façon dont le tireur s'est positionné pour atteindre la cour intérieure, ou n'importe quel tireur se serait de toute façon positionné, parce que je veux dire, il y a les limites que tu as quand tu es près d'une prison. On ne peut pas t'en aller à côté de la cour intérieure tirer. Il n'y avait presque pas de possibilité de tir. Tu comprends? C'était voué à l'échec, ce plan-là. Parce que là, personne n'a été blessé. Là. Les balles ont frappé dans les murs, ont frappé... On n'a même pas trouvé les douilles. Puis les balles se sont pas rendues manifestement là, dans la cour extérieure de la prison. Alors, tu as absolument raison de le souligner. Et là, ensuite, prochaine étape maintenant. Quand c'est arrivé, tout ça, on a entendu des pétarades. Les détenus qui étaient à l'extérieur se seraient couchés au sol. Un peu vite, disent certaines sources, en disant « Oh, c'est des coups de feu », alors que tout le monde se demandait, tu sais, autour, qu'est-ce que c'est que ça, cette pétarade-là? Alors, eux, ils savaient que c'était des coups de feu. Et là, on apprend, plus les heures passent, que plusieurs de ces détenus avaient demandé à être transférés de prison, aller dans d'autres établissements carcéraux de la province, particulièrement celle de Bordeaux, plus vétuste que Rivière-des-Prairies, mais qui a plus de commodité pour eux. Alors là, la police en est venue qu'à penser. Il y a deux options. Est-ce que c'est une attaque des méchants? Est-ce que c'est une attaque des indépendants sur la mafia ou une attaque de la mafia sur la mafia pour venir se présenter devant le tribunal et dire « Hey, ma vie est en danger ici à Bordeaux. » Okay. Hey, puis un autre hasard, Mario, comment dire, on dit une tragédie n'arrive jamais seule, mais un hasard n'arrive jamais seul aussi. Alors, au hasard,
il y a parmi ces gens-là des accusés qui sont attendus devant le tribunal cette semaine, qui auraient l'occasion de plaider cette affaire. demander ça. Hey, c'est pas tout. Un autre hasard. Je pense que cette nuit, à Bordeaux, ils ont reçu certains des détenus qui ont été visés par l'attaque. Qui auraient déjà été transférés. Déjà transférés. Puis on se demande pourquoi Bordeaux, hein? Parce que ça, c'est l'autre affaire dans le problème qui fait pas de sens, Mario. Parce que les conditions de détention à Rivière-des-Prairies, objectivement parlant, en termes de vétusté, en termes de salubrité, sont bien meilleures qu'à Bordeaux, maintes fois dénoncées pour ses rongeurs, ses courants de froid ou sa chaleur suffocante l'été, puis sa malpropreté globale. Et finalement, peut-être plus... prison de Bordeaux est peut-être plus attirante pour certains détenus. Sais-tu pourquoi? Parce que sa vétusté fait aussi en sorte que tout y entre plus facilement. Et quand je dis tout, j'inclus les livraisons par drone de téléphones portables, de stupéfiants, et etc. Et j'en passe. Et là là. Bon, OK, à suivre. Bon, voilà, on fait le tour de la question. Des fraudes, j'ai vu ça dans la région de Québec. J'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire aussi que c'était un fléau sur la Côte-Nord, là, des gens qui utilisent l'identité, le nom de policier pour frauder. Oui, sachez-le, on est rendu là. Le service de police de Québec a déjà publié cette information-là. Il y a des fraudeurs qui utilisent le nom d'une inspectrice qui s'appelle Julie Marcotte, les policiers David Poitras, Pierre-Olivier Lévesque. Pierre-Olivier Lévesque et Poitras là, travaillent au service des communications du SPVQ. Alors, on utilise leur nom dans le cadre d'une arnaque de forme grands-parents. Hein? Les policiers communiquaient avec des citoyens pour les aider présumément à sécuriser leur objet de valeur comme des bijoux. Évidemment qu'il ne faut jamais se fier à quelqu'un qui nous appelle en disant « je vais venir sécuriser tes bijoux ». Mais ça, il y a des gens qui marchent là-dedans, cette arnaque-là. La Sûreté du Québec aussi, plusieurs cas semblables dans le secteur de Baie-Saint-Paul. C'est de la fraude, c'est de la fraude, c'est de la fraude. On le répète. Alors, sachez-le maintenant. Les policiers viennent jamais récupérer les objets de valeur chez vous. On ne se fie jamais à notre afficheur. Hein? Ça, là, l'afficheur, c'est super important. Mais ça, c'est important que tu le dises. C'est ça. C'est important de le dire parce que l'afficheur convainc des gens que la source est la bonne alors qu'on peut faire modifier ce qui va s'afficher chez vous. Donc, c'est une raison. Moi, demain matin, Mario, je peux t'appeler avec le numéro de Marie-Claude Barrette. Tu vas trouver que j'ai une grosse voix, mais ça va quand même être le numéro qui va être affiché sur ton portable. C'est une affaire de rien faire ça. Méfiez-vous. Merci, Félix. À demain. Au revoir.